Contemplez cette caverne. C'est la grotte de Sawney Bean. Son extérieur est d'une beauté saisissante et le paysage environnant, entre campagne et océan, l'est encore plus. Mais cette beauté est trompeuse. Cette grotte est en réalité le théâtre de l'une des histoires les plus macabres et mystérieuses de l'histoire écossaise. Comme toujours, la discrétion du spectateur est fortement conseillée. Bienvenue sur Écho du temps, où les légendes sombres prennent vie. En 1977, les salles de cinéma et les cinéparcs ont été pris d'assaut par des foules désireuses de découvrir le dernier film écrit et réalisé par l'icône de l'horreur, Wes Craven. Après le succès de ses débuts en tant que réalisateur, avec la sortie en 1972 de La dernière maison sur la gauche, les amateurs du genre et de Craven en particulier étaient impatients de voir ce que son esprit tordu avait concocté pendant les 5 années précédentes. Et pour beaucoup, il n'a pas déçu. Son nouveau film, La colline à des yeux, a autant captivé que dégoûté les spectateurs lors de sa sortie, engrangeant 25 millions de dollars au box-office et surpassant ainsi le succès de son premier film. Bien sûr, de nombreux critiques de cinéma renommés l'ont jugé trop macabre, mais le public plus large des fans d'horreur a propulsé le film au rang de classique culte. Au fil des années, il est devenu une franchise cinématographique et a même été l'objet d'un remake en 2006. Et, à en juger par l'âge moyen du public d'Écho du temps, il est probable que vous n'ayez vu que cette version. Si vous n'êtes pas familier avec ce film, voici comment il débute. Lors d'un classique road trip américain dans les années 1970, la famille Carter se rend à Los Angeles. Avec une caravane en remorque, le père, Bob, s'arrête à une station-service appelée Fred's Oasis, située dans une région reculée du Nevada. Et quand je dis reculée, j'entends vraiment au milieu du désert, sur une route isolée, sans aucune autre halte à des kilomètres à la ronde. Après avoir fait le plein et vérifié les niveaux, Fred avertit la famille de ne pas quitter les routes principales, un conseil qu'ils ne suivront évidemment pas. La voiture familiale finit par déraper et se cracher, provoquant la fuite d'un de leurs chiens dans les collines désertiques du Nevada. Et c'est là que tout commence. Quelque chose, tapi dans les grottes de ce désert lointain, se met à les traquer et à les tuer systématiquement. Si Craven possédait sans aucun doute la créativité tordue nécessaire pour imaginer un tel scénario, c'est en réalité lors de ses recherches, après la sortie de La dernière maison sur la gauche, qu'il a découvert une histoire si répugnante qu'il n'a pu s'empêcher de s'en inspirer pour son film suivant. Une histoire dont les détails sont à peine croyables et qui allait donner naissance à La colline à des yeux, celle du clan Sawney Bean. L'endroit exact de sa naissance reste incertain, mais Alexander Bean, plus connu sous le nom de Sawney, est probablement né à la fin du 15e siècle en Écosse. Sawney était le fils d'un tailleur de haies et d'un fossoyeur, et comme il était d'usage à l'époque, il devait suivre les traces de son père, ou du moins tenter de le faire. Très vite, cependant, son père a découvert que la vie de labeur n'attirait guère Sawney. En un mot, et de la vie générale, il était paresseux et préférait passer son temps à rêvasser. Cette attitude a évidemment été accueillie avec dédain et déception par son père, qui a tout fait pour l'encourager à une vie de travail acharnée. Mais quoi qu'il ait tenté, rien n'y faisait, surtout pas Sawney. Une grande partie de sa jeunesse demeure un mystère, mais à un moment donné de sa vie d'adulte, il a rencontré une femme nommée Black Agnes Douglas. Au moment de leur rencontre, elle était accusée de sorcellerie et cherchait également à s'échapper. Ainsi, les deux se sont avérés être un parfait duo, et ils se sont enfuis ensemble pour laisser derrière eux une vie de servitude, cherchant refuge dans le comté côtier d'Ayrshire, en Écosse. Hormis le déménagement lui-même, aucun des deux n'avait de plan précis. Mais ils ont réussi à trouver un endroit pour s'installer qui existe encore aujourd'hui. Et c'était un lieu qui convenait parfaitement au couple. Si vous tombiez dessus par hasard, vous le manqueriez probablement entièrement, car ce n'est guère plus qu'une fissure dans une falaise rocheuse. Elle est située à l'extrémité nord de la baie de Balcruchan, à environ 5 km au nord de la communauté de Ballantrae.
Et ce n'est en fait pas une fissure du tout. C'est en réalité une grotte surélevée dans laquelle le couple s'est réfugié et a décidé d'établir son foyer. La grotte, aujourd'hui connue sous le nom de grotte de Sawney Bean, se trouve juste au niveau de la marée haute. Et chaque fois que la marée monte, elle inonde une grande partie de son entrée. Pour Sawney et Agnes, cependant, cela leur convenait parfaitement. Peut-être même était-ce préférable, car ils ont fait des profondeurs de ce labyrinthe de tunnels leurs principaux corridors. La grotte elle-même mesure environ 180 mètres de profondeur, et ses couloirs s'étendent sur environ 1,6 km au total. Et la combinaison de tous ces facteurs est créditée d'avoir permis au couple de rester complètement et absolument indétecté pendant 25 ans. Pendant toutes ces années, après s'être installé sans travailler, Sawney fut confronté à un problème majeur. Il devait subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme. Et bien qu'il aurait pu apprendre à pêcher et vivre des ressources de l'océan juste devant sa porte, il a opté pour un moyen plus efficace de gagner de l'argent, le vol. Dans les zones entre les villes voisines, il existait des routes étroites et très fréquentées, lui offrant le cadre et l'opportunité parfaits pour s'attaquer aux voyageurs, en particulier ceux qui empruntaient la route seuls. Lorsqu'un cheval ou une charrette atteignait un certain point dans les bois, il surgissait, forçait les voyageurs à s'arrêter, puis leur prenait tout ce qu'ils pouvaient. Souvent, cela incluait des bijoux, de l'argent, de la nourriture et d'autres provisions. Une fois qu'il avait tout ce qu'il pouvait emporter, il disparaissait dans les bois et rapportait le butin à la grotte où Agnès l'attendait. Pendant un temps, cela a suffi, mais Sawney a apparemment commencé à s'interroger sur les risques d'être capturé. La peine pour les crimes qu'il commettait à cette époque était la mort. Laisser des témoins était donc une proposition risquée. Pour résoudre ce problème, Sawney a élaboré un plan assez simple et direct. S'il n'y avait pas de témoins du crime, comment pourrait-il être un jour attrapé? Presque aussitôt l'idée lui vint, il mit le plan à exécution et réalisa bientôt que cela créait un autre problème, la disposition des preuves. Si les autorités locales étaient informées de la présence de corps sans vie abandonnés dans les bois, cela entraînerait presque certainement une vaste chasse à l'homme pour retrouver le tueur. Mais plutôt que de se concentrer sur le problème, Sawney, malgré sa paresse apparente, était un individu orienté vers les solutions. Et il a compris qu'il pouvait en fait résoudre plusieurs problèmes à la fois. Rester indétecté en visitant les magasins et les marchands locaux était presque impossible. Donc, échanger les biens qu'il prenait aux voyageurs était un risque qu'il ne voulait plus prendre. Jusque-là, il avait échangé des objets de valeur contre de la nourriture. Mais s'il tuait simplement les voyageurs et ramenait les corps à la grotte avec lui et Agnès n'auraient plus jamais à se soucier de la nourriture. C'est ainsi que Sawney a continué à tendre des embuscades aux voyageurs sur les routes étroites entre les villages. Il les faisait descendre de leurs chevaux et de leurs charrettes, les éliminer rapidement, puis les traîner dans la grotte où Agnès les préparait. Avant cela, le couple avait été presque affamé, mais il disposait désormais d'une source constante de nourriture, et d'une nourriture riche en protéines de surcroît. Bientôt, ils ont tous deux retrouvé leur force, et ce faisant, le couple a commencé à avoir des enfants. En peu de temps, ils ont eu 14 enfants, 8 fils et 6 filles, tous nourris de ce que Sawney ramenait dès qu'ils pouvaient manger des aliments solides. En fait, à mesure que les enfants grandissaient, ils ont commencé à rejoindre Sawney dans ses attaques contre les voyageurs, et toute cette aide supplémentaire a rendu le travail de leur père beaucoup plus facile. Lorsque davantage d'entre eux ont rejoint Sawney dans ses tâches quotidiennes, le clan Bean a pu commencer à s'en prendre à des groupes de voyageurs plus importants, éliminant parfois jusqu'à 6 personnes en une seule embuscade. Des années se sont apparemment écoulées ainsi, le clan Bean continuant à mener une existence des plus déplorables. Et comme si les choses n'étaient pas déjà suffisamment dérangeantes, les enfants ont finalement commencé à avoir leurs propres enfants. Et ce, sans chercher de partenaires extérieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Après une période suffisamment longue, la famille qui avait commencé à 2 était passée à 46 membres, tous vivant ensemble à l'intérieur de la grotte et tous chassant ensemble les voyageurs.
Comme vous pouvez l'imaginer, la liste sans cesse croissante de personnes disparues a été remarquée par les villageois voisins. Et désespérés de trouver justice, ils ont d'abord commencé à se montrer du doigt les uns les autres. L'essentiel du blâme est d'abord tombé sur les aubergistes locaux, car les auberges étaient souvent le dernier endroit où les personnes disparues avaient été vues. Un nombre incalculable d'innocents ont été accusés à tort d'être responsables des disparitions et ont été condamnés à la peine capitale, sans qu'aucun d'entre eux ne confesse les crimes sur l'échafaud. Après un nombre suffisant de ces exécutions, l'attention a commencé à se porter sur les lieux où toutes ces disparitions avaient eu lieu. Si ce n'étaient pas ces personnes condamnées, il devait y avoir une autre explication. Les autorités locales ont finalement organisé des recherches massives dans l'espoir de trouver un groupe de personnes sauvages vivant dans la forêt, mais les efforts sont restés vains. En fait, lors d'une exploration de la côte, un membre d'une équipe de recherche est même tombé sur l'entrée de la grotte de Sonny Bean et l'a signalé aux autres. Mais tout le monde s'accordait à dire qu'il était impossible que quiconque puisse vivre et survivre à l'intérieur d'une grotte marine. Ainsi, d'autres années se sont écoulées et le clan Bean n'a fait que s'améliorer dans son métier familial. Les embuscades contre les voyageurs étaient exécutées avec une précision quasi militaire et les victimes ne manquaient jamais. La famille est apparemment devenue nocturne, restant dans la grotte pendant la journée et sortant la nuit pour chasser les malheureux voyageurs. Et comme ils rapportaient plus qu'ils ne pouvaient manger en une seule fois, les femmes ont appris à saler et à faire mariner la viande pour la conserver. Mais même ainsi, une odeur constante de chair en décomposition imprégnait la grotte. Au bout d'un certain temps, les Bean se sont mis à jeter simplement des membres dans l'océan, à l'extérieur de l'entrée de la grotte. Et assez vite, ces parties se sont échouées sur le rivage et ont été découvertes par les villageois, ce qui a conduit beaucoup à croire que l'épidémie de personnes disparues était en fait causée par des animaux. Cependant, cette ère de prospérité sinistre pour le clan Bean ne pouvait durer éternellement. Un soir de l'an 1600, la nuit venait de tomber lorsqu'un couple rentrait d'une foire le long de la route étroite que les Bean avaient fait de leur terrain de chasse. L'homme montait à l'avant du cheval et la femme juste derrière lui, lorsque le clan Bean a surgi des bois sombres de tous les côtés. Les femmes Bean ont alors saisi la femme et l'ont tirée du cheval pour la jeter au sol, l'attaquant immédiatement et commençant à la démembrer littéralement. La façon dont elles l'ont assaillie fut si rapide et si macabre qu'elle était presque en morceaux au moment où elle a touché le sol. En voyant cela, son mari a été horrifié et submergé par la rage, et contrairement à leurs précédentes victimes, il avait été entraîné au combat. Il a lutté contre la famille alors qu'ils essayaient de le tirer du cheval, mais l'homme a rapidement sorti son épée et un pistolet. Puis, quelques instants plus tard, environ 20 à 30 autres voyageurs, rentrant de la foire, sont tombés sur la scène et se sont précipités pour se joindre au combat. C'était la première fois que les Bean rencontraient une résistance sérieuse, et il est vite devenu évident qu'ils n'allaient pas gagner cette bataille. Alors, d'un seul coup, ils se sont dispersés dans la forêt et sont retournés à la grotte, laissant derrière eux une scène de carnage. Il est difficile de savoir si les Bean ont immédiatement réalisé les conséquences de leur première attaque ratée, mais c'était la première fois qu'ils laissaient derrière eux un témoin vivant. Les autres voyageurs ont ensuite accompagné l'homme attaqué jusqu'à Glasgow, en Écosse, où il a raconté son expérience dans les bois au juge en chef. Et tandis que l'homme déroulait son récit, le juge en chef a commencé à relier les points qui manquaient depuis des décennies. La liste croissante des voyageurs disparus, les parties de corps s'échouant dans les villages voisins. Tout a commencé à prendre sens avec l'histoire de l'embuscade. Le juge en chef a alors décidé de faire quelque chose qui dépassait largement le protocole habituel de l'époque. Il a conduit l'homme directement devant le roi Jacques IV, qui, par coïncidence, s'était vivement intéressé au phénomène des personnes disparues en Écosse, et avait même développé une théorie selon laquelle la sorcellerie en était la cause. Le roi a alors écouté attentivement, tandis que l'homme racontait à nouveau l'histoire de la mort de sa femme
et le comportement bestial de ses agresseurs. Immédiatement après la conclusion du récit, le roi a rassemblé une armée de 400 hommes et une meute de chiens de chasse, et la grande caravane a commencé à se diriger vers l'Ayrshire. Alors que le roi et son armée voyageaient, la caravane a apparemment grossi, avec des volontaires se joignant à la file pour aider à la recherche des coupables. Et à la tête de cette expédition se trouvait l'homme dont l'épouse avait été sauvagement attaquée par le clan Sawney Bean. En atteignant l'Ayrshire, la zone de recherche s'est étendue à travers la campagne et le long du littoral. Mais au début, il n'y avait aucun signe de familles errantes vivant dans la forêt. Lorsque le groupe est passé devant la grotte de Sawney Bean, l'ouverture dans les rochers n'a même pas été remarquée par les hommes, mais les chiens, eux, étaient une autre histoire. Tout à coup, les limiers ont commencé à tirer sauvagement sur leurs laisses et à hurler en direction de la falaise rocheuse. Ce n'est que lorsque quelqu'un a inspecté l'étroite entrée de la grotte que le roi, qui était déjà passé, a été informé de la découverte et a fait demi-tour. C'est juste que de l'extérieur de la grotte, personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un vivait ou même se cachait à l'intérieur du tunnel, car tout ce qu'il pouvait voir depuis le sable n'était que l'obscurité au-delà de l'ouverture. Les chiens, cependant, ont continué à montrer clairement qu'il y avait quelque chose de plus. Bientôt, autant d'hommes que la grotte pouvait en contenir ont allumé des torches et ont commencé à s'enfoncer lentement dans le tunnel. Plus ils avançaient, plus l'odeur devenait prégnante, leur faisant comprendre ce à quoi les chiens les avaient alertés. Lorsque les soldats ont atteint l'extrémité du tunnel, à environ 1,6 km de l'entrée, ils ont été accueillis par une vision inimaginable. Apparemment, des parties de corps de toutes sortes étaient suspendues le long des parois de la grotte, autour de tonneaux de salaison, donnant à tout l'espace l'apparence d'une boucherie. Sur le côté de la zone de vie principale se trouvaient des piles de vêtements, de bijoux et d'ossements. Et au milieu de tout cela se trouvait l'ensemble du clan Bean, semblant aussi surpris que les hommes qui les avaient découverts. Lorsque le choc s'est dissipé, les Bean ont tenté de se battre, mais ils ont été rapidement maîtrisés, largement en infériorité numérique. Une fois que chaque homme, femme et enfant de la famille a été capturé, ils ont été conduits à un village voisin, où le roi a décidé de passer outre le système judiciaire établi, condamnant chaque membre du clan Bean à la peine capitale. Le lendemain de leur capture, la famille a été emmenée à Leith, où ils ont subi un châtiment particulièrement brutal. Les hommes ont été émasculés et laissés à mourir d'hémorragie, tandis que les femmes regardaient avec horreur. Et tandis qu'elles assistaient à ce lent processus infligé aux hommes de la famille Bean, l'armée a préparé 3 grands bûchers. Puis, une fois tous les hommes morts, les femmes ont subi le sort typique des sorcières de la région, mettant ainsi fin à l'histoire du clan Bean impitoyable. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi certains éléments de cette histoire semblent n'avoir aucun sens, vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens ont demandé, et à juste titre, cela s'est-il réellement passé? Et bien que La colline à des yeux de Wes Craven soit sans aucun doute une œuvre de pure fiction, le récit du clan Bean a souvent été présenté comme un fait avéré. La vérité est, cependant, qu'il manque une quantité significative d'informations et de preuves à l'appui de ce conte. Les historiens ont fouillé les registres, les journaux et les journaux intimes de l'époque en Écosse, et pas un seul ne mentionne une tendance de voyageurs disparus. Et il faut certainement imaginer que la découverte d'une famille de 46 personnes, mangeuses d'hommes, aurait fait la une des nouvelles. Alors, comment cette histoire a-t-elle vu le jour exactement? Les origines du récit ont été retracées jusqu'à une publication populaire au XVIIIe et XIXe siècle, appelée The Newgate Calendar. Cette publication relatait les crimes de l'époque avec une tournure sensationnaliste, rendant difficile de séparer les faits de la fiction lorsqu'il s'agit du clan Bean. D'autres, cependant, soutiennent qu'il y a au moins des bribes de vérité tissées dans l'histoire du clan Bean. Des siècles plus tôt, il existait une histoire légèrement plus avérée d'un homme nommé Christy Click,
un boucher qui, dit-on, se serait mis à manger tout ce qu'il pouvait trouver lors d'une famine dévastatrice au XIVe siècle. Il aurait également dirigé une petite bande de hors-la-loi qui s'en prenait aux voyageurs, ce qui ressemble remarquablement à l'histoire du clan Bean. Il y a aussi l'histoire indéniable du banditisme et de la contrebande le long de la côte d'Ayrshire, où les grottes étaient utilisées comme cachettes pour les embuscades. Alors, combinez tout cela avec le jeu du téléphone arabe à travers les décennies, et vous obtenez le mélange parfait pour la naissance d'une légende sur un clan grotesque, mangeur de chair et habitant des cavernes. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette légende n'est que cela, ou pensez-vous qu'il y a une part de vérité dans cette histoire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez une suggestion d'histoire, vous pouvez la soumettre via le formulaire disponible en description. Merci encore et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo d'Écho du Temps.